Chaque matin, l'économie se réveille avec vous. Madame, Monsieur, place au débat. Le débat éco de ce jour qui s'interroge justement à la suite de cette annonce. Les chefs d'État de la CEDEAO qui ont programmé pour 2027 le lancement de cette monnaie unique pour la CEDEAO. La CEDEAO qui veut franchir une nouvelle étape dans son intégration économique réunie récemment. Les chefs d'État ont confirmé leur ambition de lancer l'ECO, la monnaie unique ouest-africaine en 2027. Toutefois, le projet sera mis en œuvre progressivement. Seuls les pays respectant les critères de convergence devront justement intégrer la première phase après plusieurs reports. Cette nouvelle échéance relance le débat autour de cette monnaie unique, l'ECO, qui est donc programmée pour 2027. On fait le débat ce matin. L'ECO est-il enfin à portée de main ou alors s'agit-il d'une ambition encore difficile à concrétiser? Quels seront les avantages pour les économies de la région? Quels défis à relever et quelles conséquences pour les citoyens? Le débat est donc lancé ce matin, Madame, Monsieur, avec notre panel d'experts qui vous accompagne pour permettre une bonne compréhension de cette thématique. On va souhaiter la bienvenue à Christian Hervé Balogog, économiste, expert des questions bancaires. Bonjour Christian. Bonjour Marlise, bonjour à nos millions d'auditeurs, bonjour à toute l'équipe technique qui nous accompagne, bonjour à mes copanélistes, ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne. Justement, en ligne, on va retrouver Jean Jaurès Ngapout depuis la France. Jean Jaurès, bonjour. Oui, bonjour et ravi de l'invitation encore ce matin. Bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs et bien sûr, je tiens à toute l'équipe technique ici présente. Autre panéliste, cette fois-ci en présentiel avec nous. Il est donc expert des relations internationales et des questions sécuritaires. Joseph Grace Essoussé, bonjour. Bonjour Marlise, bonjour au doyen en face de moi. Merci. Bonjour à monsieur Ngapout, bonjour à tout autre panéliste, bonjour à toute la technique ainsi qu'à tous ces millions d'auditeurs qui se donnent la peine pour se scotcher à la meilleure des fréquences FM. Justement, Dynamique FM, chaîne spécialisée dans le traitement de l'information économique, la toute première d'ailleurs dans la sous-région Afrique centrale. Je rappelle qu'on va être rejoint par Charlie Cognan, il est géostratège. Voilà donc, Madame, Monsieur, pour le panel d'experts qui nous accompagne ce matin, qui vont éclairer notre lanterne ce matin. Après plusieurs années de report, la date de 2027 a été retenue finalement pour voir apparaître l'ECO. On a envie de dire, Christian, finalement, l'ECO 2027. Finalement, l'ECO 2027, si ce ne sera pas le coup de 2020. Mais on croise les doigts pour que ce soit finalement fait et que ça nous apparaisse avec tous les avantages qu'on nous a dit. Même comme personnellement, je ne vois pas tous ces avantages. Mais je crois que pendant qu'on sera en train de débattre, je ferai savoir pourquoi est-ce que j'émets des réticences et que j'ai des appréhensions. Parce qu'il faudrait comprendre qu'en 2009, lorsque le projet commence, ce n'est pas l'ECO sous la version toilettée qui va nous être présenté en 2027, qui avait été pensé par les premiers pays qui avaient eu l'idée d'une monnaie unique. Alors, de prime abord, on penserait que ce serait une bonne chose. Mais je dis encore, peut-être que certains croiront à une théorie du complot, que si on en va revoir cet écho toiletté, ce ne sera pas exactement ce qu'on attendait qu'on aura. Mais bon, pendant qu'on sera en train de débattre, je crois qu'on aura le temps de dire ce qu'on a à dire. Je suis content que sur le même plateau, il y ait des géostratèges qui vont analyser la chose sous un autre angle, qu'il y ait des spécialistes de relations internationales, parce qu'il est question ici d'intérêt. Mais qui est-ce qui tirera le plus d'intérêt? Ça, je pense qu'on aura le temps de le dire. Justement, l'ECO qui se veut aujourd'hui une monnaie unique pour cette communauté économique-là est gérée uniquement par l'Afrique. On va se tourner vers l'expert des questions internationales, Joseph Grace Essoussé. On a les pays de la CEDEAO, 15 au total. Bon, maintenant, on a les pays de l'AES qui se sont retirés
de cette zone économique qui ne se revendique plus cette appartenance, mais on a maintenant cette volonté-là entre les pays de la CEDEAO de créer ou du moins d'adopter une monnaie unique devant justement fluidifier les échanges, permettre plus d'attractivité économique entre les pays membres. Pour vous, quel regard sur la création de cette monnaie, l'éco, vieux projet, il faut le rappeler? Vous savez, nous sommes des Bantous et en tant que des Bantous, nous avons une culture liée à nous et cette culture voudrait que lorsque vous voulez mener un débat comme celui-ci avec des analyses pertinentes et que vous avez des doyens qui sont des spécialistes de la question, qui ont une certaine position, vous conviendrez avec moi que mes positions ne sont pas aussi différentes de celles du doyen parce que chez nous, les petits frères marchent sur des empreintes de temps qu'ont laissé leurs aînés. Alors, comme pour dire que la position du doyen, qui est très aguerri sur les questions monétaires, n'est pas différente de la mienne. Mais je voudrais dire à la base que c'est même une très bonne chose que d'avoir sa monnaie quand on est dans une sous-région comme la CEDEAO où on a, n'est-ce pas, des États qui sont de plus obédients sur le plan culturel. Vous avez des États qui appartiennent, n'est-ce pas, au Commonwealth. Vous avez d'autres à la francophonie. Donc, c'est une zone très ouverte. Conséquence, vous n'avez pas, n'est-ce pas, les mêmes outils économiques. Vous n'avez pas les mêmes outils politiques. Vous n'avez pas les mêmes outils sociaux. Ça permet donc à ce que vous mettez sur pied un mécanisme qui vous permet non seulement de regarder vers la même direction, mais de devenir plus fort, parce que vous conviendrez avec moi que la CEDEAO a assez de problèmes, parce que quand vous avez une autre personne qui est de culture anglo-saxonne, vous avez celui-ci qui est de culture francophone, vraiment c'est deux cultures diamétralement opposées. N'oubliez pas, docteur, qu'il y en a aussi qui sont de culture lusophone. Et des cultures, il faut ajouter effectivement, et des cultures lusophones. Donc vous avez trois cultures diamétralement opposées et souvent agrégées vers un même objectif devient difficile. Et sur le plan, vous savez ce que c'est que la monnaie est un outil non seulement de souveraineté mais de puissance, parce que quand vous avez votre monnaie, ça permet tout ensemble à ce que les relations, n'est-ce pas, sur le plan commercial, donc en général sur le plan économique, soient plus fluidifiées. Maintenant, ça c'est ce qui est basique. Maintenant, il se passe que le projet de cette monnaie-là appelée l'éco n'est pas un projet d'aujourd'hui, il faut déjà le noter. C'est un vieux projet, je crois, des années 83, un truc comme ça, 86, 83, quand vous rentrez dans l'historique même, parce que les pères fondateurs de la CEDEAO avaient pensé cette histoire-là. Et puis, les années 2000, il y a eu comme une résurrection de cette histoire-là et on nous a servi plusieurs reports. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'un des principaux artisans de cette histoire, c'est le président Ouattara. Si le président Ouattara vous dit qu'il va créer, puisque c'est l'expert économiste de la zone OPE, d'Afrique même, on nous a toujours présenté le président Ouattara comme celui-là qui a toutes les solutions pour l'Afrique. Il a d'ailleurs été désigné par la CEDEAO pour piloter le dossier. Je vous dis que c'est l'expert. Oui, mais son CV parle à sa faveur. Son CV parle à sa faveur. Donc, ces grands maîtres nous ont toujours présenté que c'est celui qui va résoudre tous les problèmes de l'Afrique. Heureusement que c'est celui qui a mis justement la Côte d'Ivoire dans des dettes les plus... C'est-à-dire la Côte d'Ivoire compte parmi les pays les plus endettés auprès des institutions de Bretton Woods au jour d'aujourd'hui. Donc, ils ont hypothéqué plusieurs générations. Alors, quand vous prenez un monsieur comme celui-là, c'est lui qui doit piloter le dossier. Quand vous connaissez l'ancrage de ce monsieur, parce que avoir une monnaie unique, c'est un indice de souveraineté, de puissance. Et on vous dit que la CEDEAO que vous connaissez, c'est-à-dire vous prenez ses principaux piliers là, le Nigeria, le Ghana. La Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est-à-dire que vous avez vu Diomaye, non?
Vous avez vu, c'est que Diomaye vient de nous dire que Diomaye vient d'embrasser Macky Sall, qui est l'un des articiers des institutions néocoloniales. Alors, et quand vous dites que les gars veulent s'affirmer aujourd'hui, être un État souverain en mettant sur pied en 2027 l'éco, ça commence comment? Est-ce que leurs maîtres, chez qui ils dorment, chez qui ils prennent, n'est-ce pas, les outils de commandement, les directives, vont accepter? Peut-être on va retomber dans une forme de monnaie binaire. Ou alors, est-ce que ce n'est pas un message envoyé, n'est-ce pas, des distractions envoyées à tous ceux-là aujourd'hui qui prennent le pas, l'élan panafricaniste et qui s'affirment, n'est-ce pas, être État souverain, notamment les pays de l'AES qui, eux, se sont détachés déjà de ce bloc-là. Est-ce que ce n'est pas une forme de distraction? Est-ce que ce n'est pas une forme d'amadouillage, n'est-ce pas, de l'espace panafricain? Moi, personnellement, si vous me posez la question, même si il venait de me réveiller, je vais vous dire que c'est un leurre. Pour vous, c'est un leurre. Je vous dis qu'on a réuni des comédiens et on a dit faites la comédie internationale pour distraire les Africains. Pour moi, c'est un leurre. Parce que si tant il est vrai que la monnaie est un instrument de souveraineté, vous êtes en train de nous dire que les États de l'AES, de la CEDEAO, sont en train d'affirmer leur souveraineté. Vous pensez donc que chez ceux qui ils sont logés, chez ceux qui ils mangent, vont les laisser? Si vous avez vu ce qui se passe dans l'AES, ils ont seulement un projet, ils n'ont même pas encore dit qu'à telle période, mais ils ont commencé par d'autres mécanismes, n'est-ce pas, pour faire asseoir leur souveraineté en rompant brutalement avec l'Occident. Regardez tout ce qui les arrive. Et quand vous dites qu'un monsieur comme Ouattara s'élève, il va piloter un dossier de souveraineté de la CEDEAO. Vraiment, c'est trop beau pour être vrai. Je préfère laisser Charlie entrer dans ces choses-là. Peut-être avant de recevoir Charlie, on va aller du côté de la France, recevoir Jean Jaurès Ngaput. Jean Jaurès, on a aujourd'hui cette volonté-là d'unification. On parle d'une préservation, de faire des économies. On a ce besoin de faire des économies en devise. On a aujourd'hui cette volonté-là de mettre en avant le commerce entre les pays africains sans plus d'obstacles au niveau monétaire, d'où la volonté de la création d'une monnaie commune justement aux 15 pays. Comment appréciez-vous ce projet, Jean Jaurès Ngaput? Alors, le projet en soi est intéressant, mais maintenant, ce qu'il dit, je pense qu'il y a quelques rectifications à faire sur tomber l'écho de la CEDEAO. Parce que je pense un nationaliste vient de parler, en tout cas le spécialiste des relations internationales vient de parler, et je pense que par rapport à la CEDEAO, sur la question de l'intégration et sur la question de la sécurité, c'est traité au niveau de la CEDEAO et ça se passe plutôt pas mal. Dans la mesure où il y a libre circulation, dans la mesure où il y a quand même déjà une force de sécurité qui existe, même si ça fonctionne mal. À ce niveau-là, bon, il y a une intégration qui se fait. Maintenant, sur le plan monétaire, sur ce qui concerne spécifiquement l'éco, c'est là-dessus que je voudrais m'appesantir pour dire qu'effectivement, même si c'est parti de l'ancêtre de la CEDEAO depuis 1959, je vais juste aller passer très vite comme ça, on a véritablement le projet qui s'est mis en place pour cette monnaie depuis 1975. Et pour ce qui concerne spécifiquement l'euro, ça a déjà été repoussé en 2003, en 2005, en 2009, en 2015 et en 2020. Ok. Maintenant, ce qui est important et qui va fonder mon analyse, c'est les raisons pour lesquelles ça a été repoussé. Voilà. Officiellement, et dans le fond, ça a été repoussé parce que les critères de convergence macroéconomique n'étaient pas respectés. Il faut donc comprendre quels sont les critères de convergence macroéconomique dont il est question. La réponse, elle est simple. Je vais prendre les deux principaux critères macroéconomiques qui sont le problème du déficit budgétaire. Le critère principal qui était fixé est qu'aucun pays participant ne doit avoir un déficit budgétaire supérieur à 3%. Deuxième critère macroéconomique,
l'inflation annuelle doit être en dessous de 10%. Voilà les deux principaux critères de convergence macroéconomique. Dans cette éco qui tente d'être mis en place, il faut reconnaître que le pays le plus fort économiquement, c'est le Nigeria, qui a un PIB de 377 milliards de dollars. C'est-à-dire plus de la moitié du PIB de l'ensemble des autres pays, puisqu'ils sont 12 aujourd'hui au lieu de 15 avec le retrait de l'AES. Les 12 autres pays ont un total de PIB de 686 milliards de dollars. Donc le Nigeria, à lui seul, a plus de la moitié. Ça veut dire que la voix devrait être prépondérante. Or, le Nigeria a un déficit budgétaire supérieur à 3%, et le Nigeria a une inflation annuelle qui est montée en 2024 à 33%. On est très loin de moins de 10%. Donc vous voyez que là-dessus, c'est impossible d'avoir cette convergence macroéconomique. Maintenant, il y a une tour de passe-passe de magie qui veut faire que ça puisse se faire en 2027. Bon, moi j'y crois. Ce qui est clair, et je vais m'arrêter là dans un premier temps, c'est qu'il faut comprendre l'intérêt du Nigeria d'intégrer cette monnaie. Son intérêt est très simple, c'est celui de lutter contre ses principales faiblesses. Le Nigeria est un pays qui a certes 377 milliards de PIB et il est actuellement troisième africain, mais il a un gros problème, c'est que principalement ses ressources d'origine pétrolière, ils ont une faible productivité agricole, ils sont à moins de 6%, ils ont un déficit d'énergie énorme et ils ont surtout un problème d'inflation qu'ils n'arrivent pas à gérer. Maintenant, ils ont donc gros intérêt à y participer. Pourquoi? C'est juste pour profiter de ce qui est contraire à ce qui est annoncé, c'est la parité entre l'éco et l'euro. Il faut comprendre que le principal partisan, qui est Alassane Ouattara, parle d'indépendance, mais il soutient, et souvenez-vous de son interview spécifique là-dessus en décembre 2019, il déclare que c'est la Banque de France qui restera la garante de la convertibilité entre l'éco et l'euro, avec lequel il gardera une parité fixe. À partir de ces éléments d'introduction, vous avez à peu près ma position. Merci Jean Jaurès Ngapout. Avant que vous nous réagissiez, cette question va permettre à ce que Charlie Ekong également puisse nous faire part de son premier jet de parole lié à ce sujet. Charlie? Oui, bonjour. Oui, bonjour Charlie, bienvenue au débat de ce matin. On est en train de parler de ce projet unique de monnaie pour la CEDEAO, cette volonté de réunir tout le monde autour d'une même monnaie. Alors Charlie, avez-vous le sentiment que cela viendra renforcer le poids de cette communauté économique-là face aux autres blocs africains, aux autres grandes puissances? Oui, vous savez, quand on parle de cette nouvelle monnaie éco, on a bien envie de se féliciter qu'enfin les États africains décident de se mettre ensemble pour effectivement mettre sur pied un marché commun, une monnaie commune, de nature justement à faciliter l'intégration économique entre les États membres. Je n'ai pas fini de le dire, il faut toujours, pour analyser une situation comme celle-là, tenir compte non seulement du contexte, mais également du profil de ceux-là qui ont la charge justement de conduire le projet. Et donc, quand on met ensemble les deux éléments que je venais de convoquer, il faut déjà rappeler à ceux qui nous suivent que la réforme de cette monnaie, c'est-à-dire on parle là de l'éco, c'est un projet qui est porté depuis, je crois, décembre 2019 par le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et le président français Emmanuel Macron. Donc, vous comprenez déjà, à travers le profil des deux hommes, qu'il y a problème. Parce que quel intérêt aurait la France à venir porter une réforme économique d'une telle ampleur sur le continent africain, quand on sait aujourd'hui que
l'élément ou du moins la problématique mise en débat est une problématique assez sensible parce que cela relève justement de la souveraineté des États et donc du droit des États à pouvoir se gérer par eux-mêmes. Et donc, que vient faire la France dans la réforme d'un projet aussi important que celui-là? Et donc, quand on a fini de le dire, il faut dire effectivement par rapport aux éléments que vous venez de citer, et donc mon prédécesseur, M. Ngapout, a bien fait de mentionner qu'il y a un certain nombre de blocages qui sont non seulement structurels, mais également institutionnels liés justement à ce projet, parmi lesquels, ou du moins au rang desquels, vous avez ce non-respect des critères de convergence, parce qu'aujourd'hui, beaucoup justement de ces États membres présentent des trajectoires économiques qui sont très hétérogènes. C'est-à-dire que quand vous analysez par exemple le niveau d'inflation, la dette publique, le déficit public, autant pour moi la dette, vous comprenez que très peu d'États aujourd'hui au sein de la CEDEAO remplissent les conditions nécessaires ou du moins les critères requis pour aller à ce projet de réforme économique. Le deuxième élément également, mon prédécesseur Ngapout l'a mentionné, est lié justement à ce que certains experts financiers qualifieraient du poids de la répression financière de la puissance nigérienne, parce que le Nigeria aujourd'hui, il faut le rappeler, à l'intérieur de cette zone, représente à lui seul plus de 60% du produit intérieur brut. Et donc, il y a comme une forme de crainte hégémonique qui pourrait être justement rattachée au Naira. Et donc, à partir de cet instant, il faut voir que ce sont des défis comme ça structurels qui devraient au préalable être relevés afin véritablement que ces États-là basculent vers cette monnaie commune. Maintenant, il faut dire ici que en termes d'avancées, certes, il y a des avancées dans le cadre de cette réforme, parce que quand on va lire un peu le contenu de ce qui s'y trouve, on se rend bien compte que même si ce n'est que de manière symbolique et même institutionnelle, il y a quand même deux éléments, ma foi, qui me semblent être très importants et qui mériteraient d'être relevés ici. Le premier, c'est la fin du compte des opérations, c'est-à-dire que avec la nouvelle monnaie ECO, la BCAO n'est plus tenue de déposer 50% de ses réserves d'échange au Trésor public français. Le deuxième élément également qui me semble être intéressant, c'est que avec la nouvelle monnaie ECO, les administrateurs français qui hier encore siégeaient au sein justement de ces organes de décision et de gestion de la BCAO sont tenus de quitter. C'est-à-dire que je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que quand vous prenez la BCAO et en Afrique centrale, vous avez la Banque des États d'Afrique centrale, et en Afrique de l'Ouest, vous avez la BCAO. Vous avez un certain nombre d'officiels français qui siègent au sein justement de ces institutions-là. Et il faut préciser que ces Français qui siègent au sein de ces institutions, qu'il faut leur rappeler, sont africaines, ces Français ils siègent avec droit de veto, c'est-à-dire qu'avec un pouvoir de décision qui est pratiquement équivalent, voire même supérieur à celui des chefs d'État qui utilisent cette monnaie. Et donc, avec l'avènement de cette nouvelle monnaie ECO, ces Français seront tenus justement de quitter ces institutions-là. Donc, mais quand on a fini de le dire, il faut bien voir l'arbre qui cache la forêt, parce que quand vous analysez de manière plus profonde les réformes de cette monnaie, vous comprenez c'est-à-dire que les limites stratégiques aujourd'hui qui alimentent des thèses dont moi également je partage, selon lesquelles autant pour moi, en réalité nous serions dans une forme de franc CFA bis, relève particulièrement de deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut bien préciser ici que la parité fixe et la garantie de convertibilité de cette nouvelle monnaie qui s'appelle ECO sera ancrée sur l'euro, et que la garantie va être donnée par le Trésor français. Vous voyez qu'on n'est pas très loin du franc CFA. Parce que certes, on vous dit que les Français n'y seront plus. Certes, on vous dit que cette monnaie va être gérée par les Africains et que les Français n'auront plus droit d'être cités. Mais derrière, on ne nous dit pas clairement les termes techniques justement qui encadrent la gestion de cette monnaie.
Et quand vous allez analyser les termes techniques, vous comprenez clairement qu'en réalité, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une forme de franc CFA, mais qui a été simplement, je veux dire quoi, enjolivée. Parce que à quoi bon vous sert d'avoir une monnaie si la parité fixe, si la garantie de convertibilité est non seulement ancrée sur l'euro, mais que cette garantie est donnée par le Trésor français. Mais vous n'êtes pas différent justement du contexte dans lequel vous étiez hier avec l'utilisation du franc CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique monétaire, c'est-à-dire votre politique monétaire va rester de manière indirecte liée, ou si vous voulez, alignée sur celle de la Banque Centrale Européenne et par là justement de la Banque de France. C'est-à-dire que même si on vous donne l'illusion de détenir votre monnaie, non. La France, l'Union Européenne restera toujours maître de cette monnaie. À partir de cet instant, cela vous empêchera par exemple d'utiliser les critères liés à la dévaluation ou encore même à une politique monétaire comme le taux d'industrialisation de votre pays. Or, on se sera attendu que cette monnaie se rapproche beaucoup plus de ce que nous observons avec les BRICS, parce que là-bas, vous avez des monnaies qui sont justement ancrées sur l'or, qui reposent sur l'or. Et à partir de cet instant, votre monnaie tient compte des richesses que votre pays produit, ou du moins des richesses que détient votre pays. Et donc, si on s'en tient à ces éléments techniques que je venais de citer, vous comprenez qu'on n'est pas véritablement sorti du contexte dans lequel on était avec le franc CFA. Et le deuxième élément technique justement qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus dans une forme d'entourloupe, c'est que il faut préciser ici que l'annonce a été faite de manière unilatérale, c'est-à-dire l'annonce de réforme liée justement à cette monnaie éco. C'est une annonce qui a été faite de manière unilatérale par l'UEMOA. Il faut préciser que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est une institution qui est placée sous le leadership de la Côte d'Ivoire. Et cela a été perçu justement pour certains géants régionaux comme le Nigeria et même comme le Ghana, comme un moyen simple de court-circuiter le projet initial de l'éco-CEDEAO. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment donné de ce projet, le Ghana et le Nigeria avaient décidé de se retirer, mais de manière très stratégique, parce que ils avaient senti comme une forme justement d'infiltration du projet initial, du projet originel, qui en réalité reposait sur un certain nombre de réalités, de valeurs liées justement à cette sous-région qu'est la CEDEAO, mais que cet idéal-là avait été justement récupéré par la Côte d'Ivoire et par là par la France. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé du contexte au début de mes propos en vous donnant les profils de ceux qui ont initialement porté le projet, à savoir Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Et je vous ai posé la question qui était celle de savoir quel intérêt à la France à venir justement s'imbriquer dans un projet aussi important comme celui-là, qui, pire encore, relève de la souveraineté de ces États. Et donc aujourd'hui, il est clair que l'alignement d'Alassane Dramane Ouattara sur un certain nombre de positions françaises renforce l'idée selon laquelle, autant pour moi, nous serons en face d'un accord cosmétique permettant simplement à Paris de maintenir son influence économique tout en se débarrassant des symboles qui semblent de plus en plus contestés, à savoir le franc CFA. Merci Charlie pour ce premier jet de parole. Alors Christian, on a bien envie de croire qu'on est là face à un franc CFA bis, si l'on s'en tient justement aux différentes explications apportées justement dans le cadre de cet échange. On a aujourd'hui cette monnaie qui entend entrer en vigueur dès 2027. Si l'on s'en tient aux différents critères de convergence, on l'a si bien dit, tous les pays ne les remplissent pas et le projet a dit on va aller d'abord avec ceux qui remplissent les critères de convergence. Alors si on s'en tient à ces critères de convergence qui sont entre autres, Jean Jaurès le relevait, justement le taux de l'inflation qui demande à ce qu'il faut un déficit budgétaire de moins 3%. Non, le taux d'inflation. De moins 3%, une inflation, non ça c'est le déficit budgétaire, une inflation de pas plus de 5%, une soutenabilité des dettes certifiées par des agences de notation, une balance commerciale excédentaire. Alors si on s'en tient à ces différents critères de convergence, là, à l'immédiat, seuls peut-être quelques pays sont prêts. On peut citer peut-être le Nigeria, le Ghana également. Quand vous avez pris ces critères de convergence, personne n'est prêt. Le taux d'inflation au Nigeria dépasse les 5%. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand vous regardez les balances commerciales,
Lequel des pays a une balance commerciale excédentaire? Il n'y a personne. En réalité, Mali, je suis content. Je suis content de ce que tous les panélistes aient compris. J'ai dit en quelques mots quelles étaient mes appréhensions parce que j'avais lu et j'avais compris les choses autrement. On a déshabillé l'écho initial de ses vêtements pour habiller le CFA. Mais le serpent ne perd pas son venin en changeant de peau. En réalité, la France, je me permets de citer la France et je vais le dire, et la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens me pardonnent ce que je vais dire, mais je vais dire uniquement la réalité. La France a compris que l'Afrique commençait à gagner en termes de maturité dans le mindset. Parce que l'écho à ses débuts n'était pas cet écho aujourd'hui cosmétique. Je vous ai parlé d'un toilettage. Ce toilettage a été fait par 2 personnes, à l'insu de tous les autres pays membres. Par M. Ouattara, je refuse de l'appeler président pour ne pas choquer les Ivoiriens. Je l'appelle Ouattara, le directeur de la Banque mondiale en Afrique. Parce que c'est par ce référent qu'on lui confie certaines missions, parce qu'il a un CV qui parle pour lui. Malheureusement, l'homme refuse de parler pour l'Afrique, même si le CV parle pour lui. Par Macron, qui est conscient aujourd'hui de sa gestion chaotique de la France et de la situation économique de la France. Si la France se débarrasse ou perd son ancrage en Afrique, la France ne sera pas plus que le Portugal ou plus que la Grèce sur le plan économique. Je veux qu'on se situe. Lorsque les pays de la zone ouest africaine décident de mettre en place l'ECO, il est question d'acquérir une certaine souveraineté, de permettre la fluidité des échanges. Lorsque vous avez dit cela, et que vous avez la ZLECAf telle qu'elle arrive et qu'elle se présente, et que vous avez une écho ou un écho qui se présente tel qu'il a été pensé dès le départ, la France a perdu son précaré de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France fait? En rentrant dans cet écho, la France veut pouvoir mettre dans son précaré le Nigeria, le Ghana. Question de remonter son économie. Avec le Nigeria, vous avez une capacité de production qui n'est pas encore à son maximum à cause des mouvements sécessionnistes et des guerres qui s'y trouvent. Mais ça va faire profiter à qui? Ça va faire profiter à la France. Lorsque vous avez des viaducs ou alors des oviducs qui passent par le Bénin, qui montent et qui arrivent jusqu'en Algérie, vous avez atteint directement la France. Et elle va être moins dépendante de la région du Golfe, où elle soutient les positions d'Israël et des États-Unis. Ça va lui faire une garantie. Vous voyez avec quel acharnement elle continue à maintenir le désordre en Libye. Je laisse ce côté à ceux qui sont experts des relations internationales, mais dans mon analyse, j'ai besoin de ça pour qu'on n'ait pas l'impression que je suis dans une analyse de complot. Mais qu'on comprenne le contexte. Alors la France rentre dedans pour se dire, la seule façon de pouvoir court-circuiter la ZLECAf et ses ambitions, c'est que je reste présente quelque part. La seule possibilité de pouvoir obtenir les géants de l'Afrique de l'Ouest, c'est que je commence à posséder l'économie nigériane et l'économie ghanéenne. Vous avez vu la mission de séduction qui a eu lieu à Nairobi en mai. Africa Forward. Africa Forward. C'est pas à la France de venir nous faire avancer. Pendant 60 ans, elle ne nous a pas fait avancer. Ce n'est pas en 2 jours du 10 au 12 à Nairobi qu'elle va nous faire avancer. Non. Elle est dans une mission de séduction où elle ne veut plus être dans le précaré culturel de la francophonie, mais il faudrait aussi capter des pays du Commonwealth. Je vous rappelle que le Rwanda a décidé de rentrer dans le Commonwealth, mais la secrétaire de la francophonie est rwandaise. On est toujours dans des missions de séduction. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a enlevé ce qui semblait fâcher tout le monde en disant non, la France ne sera plus présente par ses représentants. Ça ne va plus être à Chamaillère qu'on va fabriquer, vous allez fabriquer chez vous.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le chantre de la France-Afrique passe le temps à vous faire croire que la seule chose qui permette à cette monnaie qui au début était pensée rester ouverte à toutes les devises va rester attachée uniquement à l'euro et à la Banque de France. Ça veut dire qu'elle ne sera monnaie et reconnue que si la Banque de France lui accorde ce crédit. Ça veut dire que le jour où la Banque de France décide de dévaluer, vous ne pouvez rien dire. N'a pas besoin forcément d'avoir des représentants à la BIAC ou à la BDCAO. Mais uniquement avec les jeux d'équilibre macroéconomique, elle va pouvoir gérer et vous amener à prendre l'orientation qu'elle veut vous donner. On a dit non, il n'y aura plus le dépôt de 50%. Je suis d'accord. Mais comment est-ce que vous allez garantir la parité fixe? Vous allez garantir la parité fixe en faisant des dépôts. Ils ne seront plus peut-être fixés. Ils seront plus un flat amount, c'est-à-dire un montant fixe. Mais ils vont varier selon que l'économie française a besoin ou pas de plus d'argent. Donc, on continue à vous tenir. On vous a remis la chèvre tout en gardant la corde. Alors, hier, pendant que les Africains ne comprenaient pas, on a utilisé les méthodes les plus brutes. Aujourd'hui, on utilise des méthodes beaucoup plus subtiles de continuer à maintenir cette économie. Lorsqu'on dit non, il faudrait qu'il y ait des critères de convergence. Ce n'est pas seulement avec l'éco que ça existe, même avec l'euro, et c'est pour ça que certains pays ont de la peine à entrer dans l'Union européenne. Parce que le déficit budgétaire montre votre incapacité à vous assumer à partir de votre PIB. Et ça démontre votre ouverture à l'endettement. On ne voudrait donc pas avoir dans le train CEDEAO des wagons qui sont des poids morts. Votre balance commerciale ne doit pas être déficitaire. Ça veut dire que vous devez avoir une production qui vous permette d'assurer l'autoconsommation et qui vous permette de faire une exportation. Ça veut dire qu'on demande aux États de faire des efforts de production et de s'ouvrir à l'étranger. On vous demande d'avoir un taux d'inflation qui soit inférieur, qui ne soit pas supérieur à 5%. C'est qu'on veut vous dire qu'il ne faudrait plus que votre production soit totalement, ou alors votre consommation soit tournée vers l'extérieur. Il faudrait que la production soit égale à la consommation. Parce que qu'est-ce qui amène l'inflation? C'est que la production soit inférieure à la consommation. Donc, on demande tout simplement aux États membres de faire des réformes structurelles. Et ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, qu'on est en train de décider de faire entrer tel ou tel autre pays, vous comprenez que ce n'est plus à ce niveau que se trouve le problème de choix ou de sélection. L'intérêt se trouve ailleurs. Ces exigences, c'est tout simplement parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des inégalités fortes entre les pays membres. Sinon, ça va faire en sorte que certains pays vont subir cette communauté qui va naître, alors que d'autres vont tirer totalement profit de cela. On voudrait mettre tous les pays au moins au même niveau. D'accord. Mais tel que c'est présenté aujourd'hui, ou tel que l'éco va se présenter aujourd'hui, c'est tout simplement le CFA habillé autrement. D'accord, merci Christian. Quelques contributions avant de donner la parole justement à Joseph Essousset. Noël Tchofo, il faut reconnaître que les avantages de l'éco pour la CEDEAO sont clairs. D'abord, avec une seule monnaie. Pour les 15 pays, le commerce et les voyages seront beaucoup plus faciles parce qu'on n'aura plus besoin de changer de devise. Ensuite, ça nous donne plus de souveraineté car la Banque centrale sera gérée par les Africains eux-mêmes et non avec la France. Ensemble, on sera plus fort économiquement. Un marché de 400 millions de personnes pèse plus lourd pour négocier dans le monde et ça peut créer plus d'emplois et faire baisser les coûts. Voilà pour cette contribution. Une autre contribution, on va prendre notre contribution. Alors, l'éco n'est pas un problème, mais le problème est que la fabrication de la dite monnaie se fera où?
en France ou en Afrique, par les Africains ou non. Sinon, si c'est en Afrique, que ça serait encore plus mieux et par les Africains. L'éco en soi ne veut rien dire tant que cette monnaie restera adossée à la tutelle impérialiste. C'est le franc CFA bis. Moi, je ne comprends pas. Les Africains, sommes-nous autant incapables? Donc voilà pour ces différentes contributions. Joseph Essousset, on se rend compte que dans cette zone économique, on a quand même des pays qui ont leur propre monnaie. On a bien envie de savoir que deviendra ces monnaies, notamment le Ghana, le Nigeria, avec le Ghana C10, le Naira. Il faut dire que le premier auditeur qui envoie le message là, bon, nous allons l'encourager parce qu'il nous suit, mais son niveau de naïveté me surprend. Il ne faut pas être naïf ainsi. Non, docteur, je pense que c'est le narratif qu'on a vendu et qu'il vient d'acheter. Effectivement. Il l'a acheté cash, c'est effectivement. Je voudrais, n'étant pas spécialiste des questions de monnaie, c'est pour relancer certainement le doyen et certainement monsieur Capote. Je veux poser, moi je rentre dans la peau, vous savez, et beaucoup nous suivent au Carrefour Benskin. Et dans ce carrefour-là, je pose la question, comment vous avez un pays comme le Nigeria, comment vous faites ça, qui détient 70% du PIB de toute la région. De toute la région. Encore que celui qui parle de 15 pays, il faut dire qu'on parle de 12 pays. Le retrait de l'AES, des pays de l'AES. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans toutes ces sous-régions, vous avez quelqu'un qui paie 70% du PIB. Vous avez quelqu'un qui peut vivre, c'est-à-dire qu'il peut décider lui-même de créer sa sous-région. C'est-à-dire en vous mettant de côté, c'est-à-dire que lui seul contre 11, de par sa superficie, le poids de sa démographie, parce que quand on parle de 400 millions, on oublie que le Nigeria seul dans les 400 millions a plus d'1 million 145 000. Non, je crois qu'il a 300, sauf si je me trompe. D'accord. Donc, le Nigeria, lui seul, c'est pratiquement 50%. 380, voilà. Quelque chose comme ça. C'est pratiquement presque 50% de cette population. Sur le plan industriel, c'est autre chose parce que c'est l'une des premières industries en Afrique. Et vous demandez à ce Nigeria qui, sur le plan culturel, appartient au Commonwealth et donc même dans les habitudes sont fortement tournés vers la Grande-Bretagne, vers les États-Unis. Vous lui demandez de venir s'associer dans une monnaie. Il a un système de monnaie binaire, c'est-à-dire qu'à l'interne, il a son naira et il utilise aussi son dollar pour... Et tu vas dire à un Nigérian de laisser le dollar. Vous faites comment? Il vient s'associer dans un gouffre parce que c'est lui qui va le plus souffrir dans cette histoire parce qu'il faut relever, il y a tellement de thèmes que le doyen a sorti là, il faut le faire. Vous lui demandez donc comment de venir s'associer à vous. Et en plus du fait qu'il s'associe à vous, désormais, il va parler avec la France. Désormais, il va parler avec l'euro. Étant donné que son mentor sur le plan culturel, c'est la Grande-Bretagne lui-même qui a des problèmes avec votre héros là. La Grande-Bretagne est sortie de vos histoires d'héros là pour dire que moi je préfère rester dans ma livre sterling. Donc expliquez-moi comment cette histoire va se passer. C'est ça que je veux comprendre. Comment ça va se passer. Donc, et vous avez deux gros poids donc, non seulement comme le Nigeria, mais vous avez le Ghana aussi également, qui est fortement, Charlie comprend, est fortement tourné vers la Grande-Bretagne, donc vers l'Angleterre. Et qui a son CD. Qui a son CD également. Et vous débarquez avec votre grand expert, vous dites une chose, oui, ce n'est pas une histoire de lieu, ce n'est pas de où l'euro sera l'écho sera fabriqué ou pas. Non, c'est qui détient, c'est adossé. Parce qu'en réalité, la monnaie même, ça dit que le nom n'est pas un problème, mais c'est les oripeaux, donc tous les accords qu'on signe, tous les mécanismes qui entourent la monnaie qui deviennent intéressants. Et quand vous avez donc un monsieur qui vous dit que il n'y a que la Banque centrale de France
qui va gérer, c'est-à-dire que l'alpha et l'oméga des contours de cette monnaie? Vous pensez que le Nigeria... Non, nous ne sommes pas dans les problèmes d'intégration. Les problèmes d'intégration, oui, elles sont un peu plus poussées, mais je vais dire aux gens qui pensent que les problèmes d'intégration sont plus poussés en Afrique de l'Ouest que par exemple en Afrique centrale, qu'ils se trompent. C'est plus poussé peut-être parce qu'on peut entrer et sortir là, mais c'est la sous-région, il y a plus de problèmes sur le plan sécuritaire et sur le plan même de la confiance entre eux. Ça, il faut le dire. Par contre, en Afrique centrale, ce n'est pas le cas, mais il y a quand même, sur le plan de la confiance, les gens se tiennent, tu vois, celui-ci ne milite pas contre l'autre pour déstabiliser. Mais en Afrique de l'Ouest, les coups de pied non homologués sont extrêmement avancés. Donc, vous conviendrez avec moi qu'on est dans une histoire que seuls ceux qui veulent croire cette histoire vont croire. Parce qu'en 2000, le projet avait tellement avancé qu'on nous avait dit que non, là. On était dans... On avait même... C'était pas un an, c'était les mois. On a dit qu'on est dans l'écho, je crois. C'était en 2015, hein? Voilà. Et c'est à cause du Nigeria, excusez-moi, donc je vous parle, c'est le Nigeria qui pose des conditions et c'est à cause de cela que ça freine. Est-ce que ces conditions aujourd'hui ont été bannies? Non. On a fait du cosmétique, on a fait du saupoudrage en disant non, ce n'est plus les experts ne vont plus être présents, il n'y a pas. Mais qu'on n'avait pas pensé qu'au Nigeria, il n'y a pas d'économiste assez talentueux et assez perspicace. D'accord, Christian. On va... Jean Jaurès. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les aspects économiques là-dessus. Tout ce qui a été dit sur les aspects des alliances entre les pays et tout ça, oui, il y a des points sur lesquels j'adhère. Mais on oublie quelque chose qui s'est passé assez récemment et qui est poussé justement par les économistes nigérians à ce que le Nigeria rentre dans l'écho. C'est très bénéfique pour le Nigeria. Contrairement à ce qui est dit, je l'ai expliqué avec des faits. D'accord? Lorsqu'on parle des questions culturelles, du rapprochement avec l'Angleterre et tout ça, ça a beaucoup évolué. Ça a excessivement évolué. Souvenez-vous de la visite officielle du président Tinubu, et je vous le dis parce que personnellement, je connais, à travers mes relations personnelles, la relation entre Tinubu et Macron. Lorsque il y a la visite officielle du président Tinubu 28-29 novembre 2024, les aspects culturels sont évoqués avec un renforcement de la coopération culturelle entre la France et le Nigeria. Ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Alors actuellement au Nigeria, vous allez voir l'investissement de la France, qui est un investissement stratégique au Nigeria. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Nigeria est un pays qui a 240 millions d'habitants. Donc c'est un gros marché potentiel. N'oubliez pas une deuxième chose qui existe déjà, c'est la participation de Total Energy dans le pétrole au Nigeria. Ils ont signé récemment un contrat avec la South Atlantic Petroleum pour dynamiser l'exploration du pétrole et actuellement, nous sommes à 10% de production du pétrole au Nigeria par Total Energy. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on est en train d'atteindre des seuils de coopération économique entre le Nigeria et la France qui deviennent plus importants que la coopération entre le Nigeria et la Grande-Bretagne. Donc, il faut comprendre qu'actuellement, en matière de technologie propre, ce qu'on appelle les drones AESEA, qui mesurent et réduisent les émissions de méthane sur les sites gaziers et pétroliers au Nigeria, c'est exclusivement actuellement porté par la France en matière d'énergie propre. Donc, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est qu'il y a une grosse évolution, mais qu'il y a des fondements économiques. Alors, la question de savoir pourquoi le Nigeria est intéressé. Le Nigeria est intéressé parce que, justement, ils connaissent qu'à partir de leur taille importante, à partir de leur taille imposante, à partir de leurs 377 milliards, qui sont plus de la moitié du PIB de la CEDEAO, excusez-moi l'expression, mais ils peuvent bouffer tous les autres pays. Ça veut dire qu'ils ont un gros intérêt économique qui fait que leur problème actuellement, un de leurs problèmes les plus importants, j'ai dit tout à l'heure, c'était la question de l'inflation.
et je vais renseigner, vous pouvez le vérifier, ils étaient à 33% de taux d'inflation en 2024. Taux d'inflation annuel 33%. Ça veut dire qu'ils ont un intérêt à rentrer dans l'éco. Pourquoi? Pas seulement parce que l'éco, la question avec la France, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est avoir plus de monnaie. Parce que rien n'a été dit encore. S'ils vont sortir, ils peuvent adopter, ils peuvent dire, OK, on a cette monnaie unique, mais on continue à maintenir nos réserves, ça va nous servir surtout pour nos réserves. Parce qu'actuellement, vous allez constater que le Nigeria est le pays qui achète le plus de CFA. Ils sont le plus de producteurs de CFA. C'est-à-dire que leur implication dans la CEDEAO, c'est pour eux capter le CFA pour avoir cette stabilité et réduire le taux d'inflation. Vous voyez comment les Nigérians fonctionnent, par exemple, au Cameroun. Ils ont les CFA, tout ils font, c'est amasser les CFA pour cette stabilité par rapport à leur NRA. Dès qu'ils peuvent s'en débarrasser, ils le font. Donc, j'ai envie de dire, le Nigeria a un très gros intérêt pour cette monnaie, mais pas pour se soumettre à la France, mais pour exploiter cela à leur avantage. Je vous ai dit, ça va régler le problème de l'inflation pour eux. Le deuxième problème que le Nigeria a, enfin un autre problème que le Nigeria a, c'est celui du déficit de production énergétique. Or, en rentrant là-dedans, en coopérant avec les pays et en ayant une voix prépondérante, ils pourront plus facilement capter les investissements EDF dans la production d'énergie au Nigeria qui est très déficitaire. Un autre élément qui est fondamental, c'est celui de la très faible productivité agricole du Nigeria. En étant dans cet espace, avec la libre circulation qu'ils vont exploiter, le Nigeria pourra combler cela en mettant des investissements dans l'agriculture dans les autres pays qui sont beaucoup plus faibles. Vous pensez qu'un pays comme le Cap-Vert, un pays comme le Bénin, un pays comme la Gambie, ces petits pays-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à un investissement nigérien? Rien du tout. Donc le Nigeria, son intérêt est effectivement d'aller dans un espace un peu plus large, mais où il est tellement fort qu'il va écraser tout le monde. Maintenant, c'est son intérêt. L'intérêt de la France, de son côté, c'est de dire, j'ai un grand marché que je peux capter. Je suis déjà introduit avec 10% de production de mon pétrole là-bas. Je vais réussir à partir des aspects culturels que je mets en avant, séduire les Nigérians parce que j'ai un intérêt. Maintenant, c'est pour ça que je dis, c'est un objectif, mais c'est un match, en fait, de conciliation des intérêts qui peuvent paraître divergents. Et c'est là que rentre en place, j'espère, on entendra quelque chose de spécialiste de géopolitique, c'est là que ça se met en place. Moi, quand je prends les aspects économiques, l'intérêt du Nigeria est énorme par rapport à l'éco, mais je dis en contrario, l'éco est un leurre, parce qu'en réalité, c'est juste un habillage. Souvenez-vous, vous pouvez le retrouver facilement. Courrier international 2019, les analyses des économistes, il y en a 4 parce que j'ai retenu. La plupart des économistes africains ont dit c'est une semi-révolution. D'autres ont dit c'est une arnaque politique, d'autres ont dit c'est une réforme cosmétique, et d'autres ont dit c'est la continuité d'une servitude monétaire. Tout cela est vrai. Mais on est dans une question d'équilibre qui vont se trouver entre les différents intérêts. Souvenez-vous, ça c'est la théorie de James Madison sur l'équilibre qui se trouve, on trouve à partir des différents groupes d'intérêts qui vont faire en sorte qu'on ait un équilibre ou pas. Moi, là-dessus, les choses sont claires. Maintenant, la question que moi je pose, c'est pourquoi est-ce que les Africains continuent à jouer ce second rôle au lieu de se concentrer sur une monnaie unique africaine, sur un chantier qui est mis en place à l'Union africaine depuis maintenant. Charlie Kenya, on regardait là avec les analyses données par les uns les autres, on essaie de voir un tout petit peu les avantages des autres pays à adhérer à ce projet de monnaie unique, notamment le Nigeria, le Ghana, qui sont en quelque sorte les poids lourds de cette sous-région. Charlie est encore là. Cyril, alors Charlie, pour vous, dans le contexte de tensions politiques qu'on connaît aujourd'hui à l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on peut voir en cette monnaie, ce projet-là, un projet économique, ou alors on va prendre cela pour un instrument géopolitique?
Non, il s'agit premièrement d'un instrument géopolitique. Vous savez, tout est à la base géopolitique. C'est une question de rapport de force, c'est une question de jeu d'intérêt. Et qui dit rapport de force, qui dit jeu d'intérêt entre les nations, parle de géopolitique. Maintenant, le problème ici, ou du moins le hic, c'est cette naïveté que je qualifierais même de complice, dont fait montre un certain nombre de pays africains. Et donc, il faut bien voir ce qui est en train de se faire ici. Vous savez, la France est de plus en plus contestée en Afrique. Et quand je parle de la France, je parle de cet instrument politique, économique, jeu économique, que la France a eu à mettre sur pied justement pour maintenir son influence en Afrique et par là, pour continuer à non seulement spolier les États africains, mais à orienter, l'avenir politique et économique des États africains. Et donc, il y a un éveil de la jeunesse africaine qui de plus en plus met en mal cette prédominance française sur le continent africain. Et la France sait pertinemment qu'il est important pour elle d'essayer de revoir ses méthodes. Et quand je parle de revoir ses méthodes, c'est-à-dire de donner l'illusion aux Africains de décider par eux-mêmes, mais tout en maintenant le système dans lequel la France a toujours existé en Afrique. Voilà comment il y a deux événements majeurs qui sont en train de se dérouler devant nos yeux, mais qu'on semble ne pas véritablement prêter attention. Le premier est lié au fait que vous remarquerez que récemment encore, le ministre de l'économie et des finances de la France a convoqué autour de lui un certain nombre de ministres des finances des États de la zone franc pour parler justement de l'avenir de leur zone économique. Et vous remarquerez qu'à l'issue de cette rencontre, la France veut donner l'illusion aux Africains de ne plus gérer dans leurs affaires internes, mais sauf que la France est en train de se donner un rôle à l'échelle internationale parce qu'elle sait pertinemment que les jours du franc CFA sont comptés, c'est-à-dire que cette monnaie qui pendant très longtemps a maintenu les États africains dans un état, dans un nombrilisme français, ces jours sont commis, sont comptés, c'est-à-dire que ce soit en Afrique de l'Ouest ou même encore en Afrique centrale, on sent une volonté manifeste des États africains à véritablement s'affranchir. Et c'est une démarche qui est bien plus avancée encore en Afrique centrale. Vous avez vu que récemment, la CEMAC a pris deux actes forts. Le premier, c'est qu'ils ont orienté également les devises en yuan. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se faisait avant, dorénavant, le yuan fait partie justement des monnaies de réserve au niveau de la zone CEMAC. Et la deuxième acte fort, c'est que la CEMAC, la BEAC, autant pour moi, pour les parler de la BEAC, a clairement dit non au FMI. Parce que le FMI a voulu obliger la BEAC de cesser de financer les projets justement liés à la production et de bloquer le guichet justement lié au financement des projets qui vont dans le sens de la production à l'intérieur des États et que la BEAC a clairement dit non, qu'elle continuera à financer ce genre de projet. Donc il y a des démarches qui font en sorte que les États africains sont en train de manière graduelle, mais de s'affranchir de cette réalité. Or, nous savons aujourd'hui que la France arrive à mener le train de vie qu'elle fait aujourd'hui grâce justement à ce mécanisme très sophistiqué d'assujettissement, de pillage qu'elle a mis en place justement pour spolier les États africains. Et donc la France est en train de se redessiner, parmi lesquels donc elle est en train de vouloir se présenter comme étant, l'intermédiaire entre un certain nombre d'organisations internationales et les États africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous remarquerez que la plupart des dettes que contractent ou des prêts que contractent les États africains au niveau international, la France aujourd'hui est en train de s'ériger justement à cet intermédiaire-là
par lequel les organisations internationales devront obligatoirement passer pour justement prêter à l'Afrique et l'intermédiaire par lequel les États africains devront obligatoirement passer pour obtenir un certain nombre de prêts au niveau des organisations internationales. Et quand je parle de ces organisations internationales, je parle du FMI et de la Banque mondiale. Particulièrement le FMI, parce qu'on sait aujourd'hui que le FMI, depuis un bon nombre de temps quand même, c'est une institution qui a toujours eu à sa tête soit l'Européen, soit justement le Français. Donc cette France est en train de faire sa mue par cet élément dont je venais de mentionner tout à l'heure. Mais le deuxième est celui-là. C'est que la France aujourd'hui est en train d'élargir sa présence en Afrique. Parce qu'elle sait qu'en Afrique francophone, elle est très contestée. Alors, remarquez que la secrétaire de l'OIF, si je ne me trompe pas, ça reste encore une Rwandaise. Or, le Rwanda n'est pas un pays francophone, même si il a été hier, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Remarquez encore que le dernier événement Africa Forward a été organisé au Kenya, qui n'est pas encore un pays francophone. Remarquez également que, pour revenir avec le Nigeria, les habitudes politiques au Nigeria ont toujours été que lorsqu'un chef d'État arrive à la tête du pays, la première visite généralement qu'il fait à l'étranger, c'est au Cameroun. Mais vous aurez remarqué que la première visite que Bola Tinubu a fait une fois qu'il a pris le pouvoir, ça a été en France et non au Cameroun. Donc ouais, que même au niveau du Nigeria, il y a un changement de doctrine qui interpelle même sur comment celui-là est arrivé au pouvoir. Je ne vais pas revenir là, c'est un autre débat, mais si vous allez regarder justement à la suite de sa victoire aux élections, les déclarations de son challenger, vous comprendrez que on n'est pas encore interdit, n'est pas interdit de penser qu'il y aurait une quelconque ingérence justement de puissance étrangère à l'intérieur du processus électoral nigérien, surtout que cela s'est vu ailleurs, pour qu'il arrive au pouvoir, parce que ses habitudes contrastent justement avec celles de ses prédécesseurs. Et donc vous voyez qu'il y a comme un retour en force de l'Occident, et quand je parle de l'Occident, je parle précisément de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Angleterre, parce que l'Angleterre n'est pas dans l'Europe, n'est pas au sein justement des pays européens. Donc il y a comme un retour en force de l'Europe au niveau justement du Nigeria. Et cette démarche-là, à mon humble avis, participe de cette stratégie, de ce plan géopolitique qui est mis en place justement par la France pour tenter comme ça d'essayer de ramener à sa cause, mais également d'élargir son influence ou sa présence au niveau de l'Afrique, parce que sachant très pertinemment qu'elle est de plus en plus contestée en Afrique francophone. Et donc, vous voyez que quand vous remettez tout ça ensemble, vous comprenez que au-delà de lire le problème sous le prisme technique, sous son prisme politique, il faut également voir ces réalités géopolitiques qui fait en sorte qu'il y a une volonté manifeste de la France de se redessiner, de se repenser, mais tout en maintenant les instruments qui participent justement de ce pillage, de cette influence de la France et bien sûr de l'Europe sur le continent africain. Parce qu'il ne faut jamais retirer à l'esprit que la France est à l'Europe son garçon de course. C'est-à-dire que quand la France agit en Europe, en Afrique, elle agit au compte des États européens. Parce que si on prend le cas de cette monnaie, de l'éco, dont on sait aujourd'hui que la parité fixe et la garantie va être ancrée sur l'euro, garantie par justement la Banque centrale européenne, il faut dire que dans ce mécanisme de pillage, la France ne bénéficie pas seule. C'est pratiquement toute l'Europe qui bénéficie de ce mécanisme de pillage. Donc, lorsque la France agit en Afrique, elle agit au compte de cette Europe-là. Donc moi, je pense très humblement qu'il faut, indépendamment des éléments que nous avons bien convoqués ici, de tenir compte de cet aspect géopolitique qui participe justement de partir tout en restant, en utilisant les moyens beaucoup plus soft, beaucoup plus subtils, de nature à maintenir le statu quo en Afrique, tout en donnant l'illusion aux États africains d'avoir justement les leviers de leur souveraineté. Merci Charlie. On va rendre quelques contributions avant de donner la parole à Christian Hervé Balogok. Alors, des contributions. Depuis quand le taux de conversion a-t-il été un problème à une monnaie? Le livre est plus élevé que l'euro. Cela ne signifie pas que l'Angleterre est plus développée que l'ensemble des pays qui utilisent l'euro. L'euro est plus élevé que le dollar américain, mais on sait tous que les pays qui utilisent l'euro dépendent tous des États-Unis. Autre contribution, le Ghana et le Nigeria vont quitter la CEDEAO maintenant. Autre contribution,
La monnaie fluctuante pose même un problème. Est-ce une bonne chose pour un commerçant d'acheter une chose hier à 10 000 francs CFA et voir sa valeur diminuer à 8 000 francs CFA aujourd'hui? Si c'est le cas inverse, là, c'est une bonne chose. Dans tous les cas, avantage ou pas, à mon avis, une monnaie stable est mieux. On va sortir par cette autre contribution. Qui battra monnaie? La question est posée par l'auditeur. La France n'aura-t-elle pas de représentants à l'UMOA? S'interroge l'auditeur. La France n'aura-t-elle pas son pourcentage pour chaque achat effectué en euros, en dollars, etc. Pour la convertibilité? Ce sont là les interrogations de cet autre auditeur par message. Christian, élément de réponse à cet auditeur? Malise, il y a eu une première question. Est-ce que les pays qui vont adhérer à l'ECO vont garder leur monnaie? C'était ça la première question. Oui, ils peuvent la garder pour résoudre les problèmes internes. Ça peut aider pour résoudre les problèmes de dette interne, de dette flottante. Alors, ça, c'est une possibilité. Le Deutsche Mark a été gardé, mais bien qu'il y ait l'euro, la livre sterling, c'était toute une autre histoire. Bon, je veux que les gens comprennent. Je vais répondre à la question, mais je veux que les gens comprennent. Avant de vous rendre quelque chose, Marlise, je vous vends d'abord le narratif. On a vendu au Nigeria un certain narratif. C'est pour ça que le président Tinubu croit qu'il est en train de résoudre un bon nombre de problèmes. Je vais dire, le problème de déficit de production de pétrole ou alors d'énergie au Nigeria n'est pas du fait qu'il n'y avait pas sur place des pays ou alors des technologies qui pouvaient permettre de faire cette production, mais c'était un problème lié à la sécurité intérieure. Des dissidents armés qui luttaient contre l'État fédéral. C'est pour ça. Parce que sinon, Shell, Exxon et tous les autres étaient déjà là-bas. Et ils n'ont pas une technologie moins performante que celle de Total qui vient s'installer. Total était au Cameroun, Total était au Gabon, Total était au Congo, mais je ne crois pas que les problèmes énergétiques ont été résolus à souhait. Non. Non, la France est en train de vouloir s'installer. Tout est à l'avantage de la France, comme disent n'importe quoi. La France est en train de vouloir s'installer. Les faits ont été cités. Africa Forward, la francophonie qui devient une francophonie bilingue, un Commonwealth qu'on essaye de dissoudre ou alors de diluer en faisant entrer telle et telle personne. Non, c'est un problème. Le Nigeria peut acquérir des CFA sans forcément passer par l'ECO. Le Nigeria vend au Cameroun. Le Nigeria vend au Cameroun. Le Nigeria vend au Togo. Le Nigeria peut acquérir des CFA. Je suis d'accord que le Nigeria a besoin plus de CFA, qui est beaucoup plus stable. Et permettre ainsi de compenser les manques qui pourraient être liés au Naira, sans avoir forcément besoin de passer par nous. Parce que la proximité avec les pays utilisant le CFA et sa puissance économique et de production font en sorte qu'il peut acquérir le CFA. Alors, le Nigeria qui produit le Naira connaît des soubresauts à partir de la production qui est une production pétrolière qui subit des contre-coups. C'est pour ça que le Naira peut perdre de la valeur et le taux d'inflation grimper. Mais le Nigeria peut combler avec une monnaie beaucoup plus fixe sans avoir forcément à se soumettre à l'impérialisme français. Donc ce problème peut être résolu. Mais si on a vendu au président Tinubu un certain narratif qui fait en sorte qu'il pense qu'il faille devenir un autre serviteur de la France, à lui de prendre sa décision. Maintenant, je vais répondre à toutes les autres questions. La convertibilité de la monnaie est un problème. La fluctuation de la convertibilité de la monnaie est une garantie de ce que vous aurez la représentation exacte de la réalité de votre production. Lorsqu'on décide de la parité fixe, la France le fait pour qu'elle n'ait pas à subir des inflations lorsque ces multinationales font le rapatriement de fonds. Qu'elle n'ait pas à subir des inflations lorsqu'elle vient acheter des marchandises, notamment les produits comme le bois, le cacao. C'est pourquoi elle décide d'une parité fixe. Et cette parité fixe n'est pas supportée par la France. La fixité ou alors, la parité fixe est supportée beaucoup plus par les
africains. Et c'est pour ça qu'il y avait cette obligation de déposer 50% des recettes. C'était la condition. Donc nous achetions notre parité à 50% de nos recettes. Et même quand on déposait les 50%, nos décisions d'investissement dépendaient encore de la France qui décidait de combien on doit nous donner dans ce que nous avons comme réserve. Il faut que les gens le comprennent. Les fluctuations de la parité peuvent sembler être un désavantage, mais en réalité, ça traduit votre niveau de production ou alors l'importance de votre économie. C'est à vous de maintenir votre production, c'est à vous de vous rendre beaucoup plus compétitif sur le marché extérieur. Et pour que vous soyez compétitif, pour que vous soyez vous puissiez vendre, que votre balance commerciale soit excédentaire, vous devez améliorer votre production. Je vous rappelle que le yuan chinois n'est pas aussi fort que la livre sterling. La lire italienne a longtemps été la monnaie la plus faible. Mais lorsqu'on compare le niveau de développement de l'Italie aux pays africains, on considère l'Italie comme un pays développé. Alors, il faudrait qu'on ne nous vende pas un mauvais narratif. Au contraire, quand votre monnaie est faible, vos produits sont compétitifs. Mettez de la valeur ajoutée à vos pays, à vos produits, et on viendra chercher votre monnaie. D'accord. Et c'est cette capacité à vendre votre monnaie qui fait la force de votre monnaie. Ce n'est pas des accords qui viennent faire du saupoudrage autour de la monnaie. Non, pas du tout. D'accord, merci Christian. On sait de ce qui est de ce projet ECO que, pour ne pas perturber le marché monétaire dans un premier temps, on aura une parité fixe avec l'euro, parité non arrimage, qui a permis aux pays anglophones de valider. Joseph Grasse-Sousset, quelle relation aujourd'hui entre les pays de la CEDEAO et leurs partenaires internationaux, notamment l'Europe, les États-Unis, la Chine, avec l'adoption de l'ECO comme monnaie unique? Vous demandez quelle relation les pays de la CEDEAO ont... Du moins, quel impact l'adoption de l'ECO pourrait avoir? Les pays de la CEDEAO ont des relations de maître à serviteur. Si vous avez compris ça, sauf si vous avez des éléments qui peuvent justifier, n'est-ce pas, que les pays de la CEDEAO avec les partenaires internationaux ont des relations d'égal à égal. Il n'y a que l'AES qui a fait ce sursaut et c'est la raison pour laquelle ils se sont coupés. À partir de cet instant, je dis simplement ceci pour qu'on comprenne. Tout ce qu'on peut raconter, c'est du racontage. À partir du moment où vous ne pouvez pas vous affranchir en passant par des mécanismes clairs d'affranchissement, tout le reste là, c'est un habillage. Et nous sommes tous d'accord sur ce plateau que la France change juste de masque. C'est elle le chef d'orchestre de toute cette histoire-là. Vous pensez donc qu'elle change de masque? C'est parce qu'elle se rend compte que elle est en train de souffrir en interne. Ça ne va pas sur le plan économique, sur le plan politique et sur tout l'autre plan. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les pays africains ouvrent les yeux. Et si la France perd son précaré de l'Afrique de l'Ouest, alors vous savez, les conséquences sont énormes. Très énorme. Et le doyen le disait. C'est-à-dire qu'on aura une France moins que le Portugal, la Grèce. Imaginez-vous un seul instant, la France moins que le Portugal, la Grèce. Je voudrais ici convoquer en mémoire le 14. Le 14 était hier, lors de la fête nationale. Vous avez suivi le discours de M. Macron? Vous avez suivi son discours? M. Macron a avoué à Mondiovision que la France est en perte de vitesse. Parlant même de ses partenaires, il dit aujourd'hui, lorsqu'on fait une commande à la France, ça prend 7 ans pour livrer la commande, mais les rivaux de la France, lorsque les États africains passent une commande, le lendemain, ils ont tout ce qu'ils veulent et de la meilleure qualité. C'est le président Macron qui l'a dit ouvertement. Ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Alors, il faut aujourd'hui utiliser des stratagèmes pour se reconstituer
en puissance, parce que vous savez qu'au niveau même des Nations Unies, Conseil de sécurité, la France est en train de vouloir perdre sa place. C'est très important. Et pour ne pas perdre ses places, déjà, son entrée là était problématique. Vous savez, qui a permis que la France s'asseye dans ce Conseil de sécurité-là. Alors, comment vous ne voulez pas comprendre facilement que tout ce que nous sommes en train de dire là ne sera pas bénéfique? On dit le Nigeria peut bénéficier. Ça, c'est quand on est en temps normal. On est en temps normal, en temps logique. Ici, nous ne sommes pas en temps normal. Vous pensez que M. Ouattara, serviteur de la France, meilleur acteur, peut aujourd'hui militer pour les intérêts de l'Afrique tel que nous sommes en train de voir M. Tinubu? Quelqu'un a parlé de M. Tinubu. Il a raison. Charlie et moi, nous connaissons bien qui est M. Tinubu. Il a raison, c'est l'ami de Macron parce que tous appartiennent au même cercle. Le même cercle impérialiste, ça c'est une réalité. Alors, mais ce n'est pas pour les intérêts, parce que ce monsieur Tinubu aujourd'hui au Nigeria, il roule-t-il pour les intérêts du Nigeria, du peuple nigérien? Vous conviendrez avec moi que depuis que monsieur Tinubu arrive, le Nigeria va de mal en pire. La preuve, c'est qu'il a perdu sa première place sur le plan économique en Afrique. Le mal, c'est qu'il y a une résurgence des insécurités. La preuve, c'est que les États-Unis ont signé des accords et de ces accords, ils ont bombardé sans demander la permission de qui que ce soit au Nigeria. La preuve, c'est que la France, il a parlé, c'est vrai, Total est entré en France. La France a signé même des accords militaires avec le Nigeria, c'est la preuve. Et je pense que le doyen a prolongé parlant avec Nairobi et autres. Parce que la France, si la France en a le précaré culturel anglo-saxon aujourd'hui, c'est parce qu'elle se rend compte que ça ne va pas. Il faut aller un peu grappiner où il le faut pour essayer de me reconstituer une santé financière et économique. Donc, si les gens ne comprennent pas ça, moi je n'ai pas de problème avec l'avenir d'une monnaie, j'ai un problème avec les personnes qui pilotent ce projet. D'accord, merci. Jean Jaurès Ngapo, quels seraient aujourd'hui les facteurs de réussite d'un projet régional d'une telle ampleur? Alors, j'aimerais d'abord qu'on soit très clair par rapport à ce que j'ai dit. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. La question n'est pas de défendre la France, de dire c'est non. Il faut que mes propos soient bien clairs. On ne peut pas reprocher à un pays de faire ses perspectives économiques. On ne peut pas reprocher à un pays de faire ses perspectives économiques. J'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs forums, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, leur forum de stratégie économique où ces choses sont clairement dites. Effectivement, la France actuellement dans le monde, je commence par là pour qu'on soit bien clair par rapport à mon raisonnement. La France actuellement a un PIB de 3600 milliards de dollars. C'est ce qui le place au 7e rang mondial. L'Allemagne a un PIB de 5000 milliards de dollars, ce qui en fait le premier pays en Europe. Le Royaume-Uni, qui est le deuxième, a un PIB de 4000 milliards de dollars. Il y a donc une course, une compétition entre ces pays et chacun essaie de situer ses perspectives à 10, 15, 20, parfois plus nombre d'années. Dans la stratégie de la France, qui a toujours tiré profit de ses colonies, de ses contrôles en Afrique, ils mettent dans leur perspective, rajouter dans leur escarcelle, des pays qui étaient de colonisation britannique ou lusophone, parce que c'est son système de fonctionnement qui a été souvent d'arnaquer les gens. C'est leur système, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Africain doit arrêter de se victimiser. En Afrique, on se plaint que, oui, la France veut tirer profit, la Chine veut tirer profit. D'accord. Pourquoi rester des victimes éternelles? Ma position est que dans un avenir court, plusieurs pays africains pensent pouvoir tirer profit pour différentes raisons à court terme et à moyen terme, comme le Nigeria, qui pensent en entrant là-dedans, ça leur fait une ouverture et ça leur permet de gagner un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas à ça que j'adhère. Personnellement, et si je suis demandé comme conseil par rapport à ça, ce que vous me demandez en filigrane, c'est qu'on arrête ce progrès de l'éco. Tout déjà, je ne suis même pas sûr que ça verra le jour en 2027, parce que si on reste sur les critères objectifs,
ça ne peut pas se mettre en place en 2027. Parce que entre 2023, 2003, 2005, 2009, 2015, 2020, rien n'a changé dans la structure fondamentale des économies qui veulent se mettre ensemble. C'est les mêmes choses. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de convergence macroéconomique. Donc, si on tient ce critère-là, on ne peut pas mettre en place l'éco. Maintenant, s'ils forcent la mise en place de l'éco, pourquoi ils vont vouloir forcer la mise en place de l'éco? Parce qu'il faut comprendre que c'est le seul projet qui pourrait faire en sorte que les gens retiennent le nom de Ouattara comme un dirigeant parce qu'il était nul là-dessus. Et le projet de l'éco, il le porte à bout de bras parce qu'il se dit c'est la seule chose qui va faire qu'on se souvienne de Ouattara, il a mis en place l'éco. Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il a échoué partout. Et vous allez constater, parce que je vois que ce qui est important pour étayer ma position, parce que je voudrais bien qu'elle soit clairement établie sur des faits. Actuellement, le président Ouattara est le seul chef d'État, je dis bien le seul chef d'État qui a résisté depuis le début de cette aventure de l'éco. Donc tous les autres chefs d'État n'en savent pas grand-chose en France. Ce n'était pas un qui était là, donc c'est le seul qui peut pouvoir peser de son poids. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que la CEDEAO, dans son dernier communiqué, a reconnu qu'il y avait plusieurs questions en suspens. Au jour d'aujourd'hui, la commission régionale de l'agence monétaire, qui est chargée d'intensifier la consultation et a présenté à la task force, parce qu'il faut comprendre que cette task force, le seul qui a résisté parmi les chefs d'État, je dis bien, c'est Ouattara. Donc, cette commission qui a été mise en place a déclaré clairement qu'elle ne sait même pas encore qui tous les autres pays de la CEDEAO vont participer. C'est vrai que récemment, que la Guinée, et là c'était je crois il y a quelques mois, que la Guinée a obtenu l'autorisation de rejoindre la CEDEAO pour travailler sur ce projet de l'éco. Donc actuellement, on ne sait même pas encore quels sont les pays. C'est pas parce que l'éco, effectivement, ils ont déposé auprès de leur pays, l'Organisation africaine la propriété intellectuelle, ils ont enregistré la marque éco. C'est une étape, mais vous pouvez enregistrer une marque et 20 ans seulement ou 30 ans après, mettre en place le produit qui correspond à cette marque. Donc moi, je crois aujourd'hui, on parle de 2027, mais on n'a aucun élément. Sachez qu'il y a un sommet ordinaire qui est prévu en décembre 2026. On dit effectivement si ce sera en 2027. Nous ne sommes qu'en juillet. Donc on n'en sait encore pas grand-chose. Moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait d'arrêter de perdre du temps autour de cela. Actuellement, il y a le CFA et les monnaies de chaque pays qui fonctionnent. On travaille avec l'Union africaine, avec la ZLECAf et tout ça, et qu'on arrive à mettre en place une monnaie africaine avec des perspectives à long terme. Parce que pour l'instant, vous allez constater que de ce qu'on a dit là, et avec l'analyse économique de tous les pays, on n'a pratiquement aucun pays africain actuellement qui se passe, peut-être même l'Afrique du Sud a du mal. L'Afrique du Sud qui est le premier en PIB, l'Égypte qui est le deuxième en PIB. Ces pays-là, vous allez chercher dans leur projet économique qui est déjà en train de réfléchir à 2050. Il n'y a pas grand monde. Or, vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez en Chine, vous arrivez dans les pays européens, ils sont déjà dans des perspectives à 2050 minimum. Et c'est ça qui fait la différence. Les pays africains sont en train de calculer, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, si on a un peu d'argent là qui vient là. Non. Pour moi, le projet, il n'est pas viable dans l'absolu. Il faudrait l'arrêter. Pour moi, de perdre du temps et de faire gagner de l'argent à des soi-disant experts, FMI et tout ça qui travaillent sur ce dossier, qui gagnent beaucoup d'argent. Merci. Et d'ailleurs, je conseille à M. Balogov d'introduire parmi ses experts. Il va gagner plein de sous. Merci Jean Jaurès. Christian, oui, en une minute, je reconnais mon impératif impératif économique pour la CEDEAO ou pas? Non. D'accord. Vous avez dit 1 minute, j'ai fini. Moins d'1 minute. Alors, Joseph Grasset-Sousset, on laisse tomber ce projet ou alors on dit ok, il faut remplir toutes les conditions pour qu'effectivement en 2027 on ait l'éco, monnaie unique au sein de l'espace communautaire. Non, pour que ce projet ait lieu, il faut à la tête de ces États des véritables panafricains. Panafricanistes, je voulais dire. D'accord. Merci à vous infiniment, messieurs. Malheureusement, on n'aura pas le mot de fin de Charlie Kenyen dans ce
Merci infiniment à vous, messieurs, d'avoir contribué à l'édification pour cette autre thématique du jour. Je rappelle, on avait avec Christian Balogok, économiste, expert bancaire. On avait également Jean Jaurès Ngaput, expert management. Et puis Joseph Grasse Essoussé, expert des relations internationales. Également Charlie Kenya, géostratège. Voilà, merci infiniment à vous, très chers messieurs, madame, monsieur. C'est terminé pour le débat de ce matin. Au plaisir de nous retrouver très prochainement sur ces ondes. Chaque matin, l'économie se réveille avec vous. De 7h à 11h, DFM Morning, la matinale éco qui donne du sens à votre journée. DFM Morning. La matinale éco qui donne du sens à votre journée. Décryptage de l'actualité économique, marché, entreprise, finance, interview exclusive, débat, analyse des avant de prendre la route, avant d'ouvrir votre bureau, ouvrez votre esprit. DFM Morning, c'est l'info économique claire, utile et accessible pour tous les décideurs, les entrepreneurs et tous ceux qui veulent comprendre l'économie d'aujourd'hui. DFM Morning, la matinale éco, du lundi au vendredi de 7h à 11h seulement sur DFM Radio, la radio de l'économie.